Et je cède la parole à Alexandre de Galzin qui mène cet entretien avec Charles-Henri Gallois. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, Charles-Henri Gallois, vous êtes président du mouvement Reprenons le contrôle, anciennement Génération Frexit, et vous êtes conseiller économique, on l'apprenait cet été, de Jordan Bardella désormais. Vous êtes un économiste souverainiste, on va dire plutôt spécialisé dans les questions européennes, énergétiques, et également vous aviez traité la question migratoire dans votre dernier ouvrage. Il y a un sujet économique qui, évidemment, on va dire, passionne tout le monde, mais plus spécialement les médias de gauche, sans forcément beaucoup de contradictions, c'est celui de la taxe Zucman. Donc une taxe proposée par l'économiste Gabriel Zucman, ça fait à peu près un mois ou deux, enfin plutôt 2 mois qu'on en parle, et qu'on en parle beaucoup. L'idée générale, ce serait que pour rééquilibrer le budget, qui manque réellement de financement pour cette année, eh bien, on doit en tout cas aller chercher de l'argent chez les ultra riches, donc les 200 plus grandes fortunes françaises plus spécialement, et que la manière de le réaliser, ce serait de réaliser une taxe qui porterait sur leur patrimoine financier et non pas donc sur leurs revenus, parce qu'on sait que les ultra riches justement utilisent des méthodes pour ne pas être directement taxés via l'impôt sur le revenu par exemple. Alors, première question qui se pose, c'est quelle est votre position sur la taxe Zucman, quelle est la position du RN à ce sujet, sachant qu'un sondage récent montrait que 86% de vos électeurs y seraient favorables. Oui, alors la taxe Zucman, il faut voir ce qu'il y a derrière et ce qu'on a aussi expliqué aux Français, parce qu'on a vu une vaste offensive médiatique où M. Zucman était présent partout sur le service public, sans la moindre contradiction. Et ce qu'il faut se poser comme question, la question de la taxation des très riches n'est pas une question uniquement morale, parce qu'on a l'impression qu'on est plus dans une doctrine morale, mais est-ce que c'est efficace sur le plan économique? Et la taxe Zucman, en l'occurrence, c'est une vaste opération d'enfumage pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas efficace sur le plan économique, parce que vous taxez les biens de production en fait des personnes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formidable machine pour détruire le capital et pour favoriser l'évasion fiscale. Quand vous dites biens de production, on parle des actions détenues par ces grands patrons dans leurs entreprises. Bien sûr, mais même des grosses PME, il y a eu l'exemple de Mistral qui a été donné, des entreprises de la tech qui sont très valorisées, qui ne produisent pas de revenus, ou très peu, en fait, ils ne pourraient pas s'acquitter de cette taxe. Et quelle est la solution, en fait? La solution, c'est de vendre des parts de leur société. On a vu des réactions absolument lunaires de certains économistes, de Gabriel Zucman lui-même de gauche, qui expliquaient que dans ces cas-là, l'État pouvait acquérir des parts de la société. Enfin, on a l'impression d'être en URSS. Et au départ, en fait, vous aviez d'ailleurs Thomas Piketty qui nous expliquait aussi que de toute façon, il n'y aurait pas d'effet d'évasion fiscale. Et puis la semaine suivante, il nous expliquait de toute façon, il fallait les arrêter à l'aéroport si c'était le cas. Donc on voit bien une espèce de dérive totalitaire, et ce qui montre bien qu'ils ne sont pas confiants en fait sur les recettes fiscales de leurs taxes et qu'ils ne sont pas confiants sur l'efficacité économique de la taxe. Et l'autre arnaque, en fait, c'est le montant. 15 à 25 milliards selon ce qui est estimé par Gabriel Zucman. C'est au mieux 15 milliards, mais il faut savoir que ces 15 milliards, en plus, là où c'est très faible en fait, et la base méthodologique pour le savoir est très faible, c'est que en fait, ça repose en gros sur 4-5 grandes familles. S'il y a une des familles qui part, par exemple, si M. Arnaud décide de quitter la France demain, vous enlevez déjà 4 milliards de cette taxe. Donc, c'est plus du tout les mêmes recettes. Donc, c'est-à-dire que c'est 15 milliards au mieux. Mais même, allons, soyons beaux joueurs, prenons les 15 milliards. Les 15 milliards, c'est à peine 10% du déficit qu'on a à fin juillet. À fin juillet, on a déjà un déficit de 142 milliards d'euros, alors que le budget était prévu avec un déficit de 139 milliards d'euros. Donc, on voit bien que c'est pas du tout à l'auteur des enjeux, et c'est en ça, en fait, que c'est un enfumage. C'est-à-dire que pendant qu'on débat de la taxe Zucman, qui est une mauvaise taxe, on ne débat pas de comment en fait réduire le déficit public et comment réduire la dette publique, alors que c'est ça au fond l'enjeu. Et ce qu'on explique au RN, c'est que c'est une opération d'enfumage. Comment vous pouvez baisser le déficit public? C'est très simple. La France, vous êtes à 43% du PIB des prélèvements obligatoires. On est recordman du monde de la fiscalité. Donc s'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est d'augmenter encore la fiscalité. Et on est par ailleurs à 57% du PIB de dépenses publiques. Donc si on est pragmatique, si on est rationnel, ce qu'il faut faire, c'est d'abord baisser la dépense publique et baisser la mauvaise dépense publique. On a identifié plein de pistes, on en a déjà parlé de notre côté. Il y a évidemment le coût de l'immigration qui est énorme, qui est près de 18 milliards d'euros, notamment les aides sociales non contributives qui sont versées aux personnes étrangères.
Il y a évidemment la question de la contribution à l'Union européenne, qui est quand même, nous on propose de la baisser de 5 milliards d'euros, mais il faut savoir que non seulement ils ne proposent pas de la baisser, mais ils proposent de l'augmenter de 6 milliards d'euros. Rappelez-vous, la suppression des 2 jours fériés, c'était 4 milliards d'euros. Donc c'est comme si on nous demandait de travailler 3 jours gratuitement pour Ursula von der Leyen. C'est absolument incroyable. Je ne pense pas que les Français soient d'accord avec cette option. Donc on peut baisser aussi la contribution au budget de l'Union européenne, il faut le faire. Il faut aussi évidemment arrêter tout ce qui est subvention aux énergies intermittentes, on va revenir renouvelables, la fraude sociale. Vous avez des dizaines de milliards d'euros à récupérer, donc ça devrait être ça la priorité. Et après, quand on parle, et j'insisterai là-dessus, il y a un élément que tout le monde oublie, c'est l'élément de la croissance. Parce que qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, la France est dans une situation de ce qu'on appelle une trappe à dette. Pourquoi ? Parce qu'on emprunte grosso modo à 3,5 si vous prenez le taux de référence à 10 ans. La croissance réelle en France, l'INSEE donne 0,8%, je pense que ça sera moins que ça, et on a une inflation autour de 1%, ce qui veut dire que la croissance nominale, elle est de 1,8% quand vous empruntez à 3,5. Ça veut dire, en gros, si ça continue comme ça, vous allez vers un défaut de paiement. Et un moyen, en fait, de renverser ça, au-delà de la baisse de la mauvaise dépense publique, c'est de relancer, en fait, la croissance. Et nous, on pense l'inverse, en fait, une hausse de la fiscalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir au sein d'une baisse de la fiscalité qu'on propose un rééquilibrage, une justice fiscale, mais ça veut dire que vous relancerez la croissance notamment par 3 grands piliers qui sont clés au RN dans le programme économique, c'est la baisse de la fiscalité sur les entreprises avec les mauvais impôts de production, avec la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la baisse de la TVA à 5,5 sur les énergies. On va revenir un peu plus dans le détail sur les propositions du Rassemblement national. Je voudrais simplement revenir un instant sur cette question au-delà de la taxe Zuckman, même de l'idée de taxer les grandes fortunes françaises. Ce qui avait été estimé par plusieurs rapports, c'est quand même que les grandes fortunes françaises, on parle alors là vraiment encore une fois, d'un top 100 ou d'un top 500 des plus grandes fortunes, paient en moyenne 26% d'impôts sur leurs revenus réels, comparé aux Français pour qui ce serait, notamment les classes moyennes, plutôt autour de 40%. Ce qui est dénoncé justement à travers l'idée de la taxe Zuckman, c'est justement cette idée que proportionnellement, les ultra-riches paient moins de leurs revenus en termes d'impôts, et même d'un autre côté, le Rassemblement national lui-même propose ce que vous appelez l'impôt sur la fortune financière, alors qui est distinct de l'ISF qu'on avait il y a quelques années, qui est distinct de l'impôt sur la fortune immobilière qu'on a actuellement. Concrètement, est-ce que malgré tout, il faut avoir un moyen de taxer justement ces ultra-riches, une taxe particulière, on va dire, pour les ultra-riches, au vu de leurs moyens d'échapper à l'impôt sur le revenu? Et si oui, comment vous faites? Qu'est-ce que ça veut dire, cet impôt sur la fortune financière? Alors, c'est pas un nouvel impôt, c'est la transformation d'un impôt existant, qui est l'impôt sur la fortune immobilière, qu'on transforme en impôt sur la fortune financière. La grande différence, c'est que la résidence principale ou résidence unique que vous déclarez est exonérée, ce qui n'est pas le cas dans l'IFI. Donc, quelque part, sur les classes moyennes supérieures qui ont des biens immobiliers, c'est une réforme qui est favorable. Maintenant, ça va effectivement aller chercher sur le patrimoine financier, mais là aussi, on exclut les biens de production, parce que ce serait une absurdité. Encore une fois, ce serait une machine à détruire du capital, donc très différent de la production, les actions, enfin pour les auditeurs, donc les actions détenues par leur entreprise qui leur appartient. C'est très différent. Et aussi, c'est exonéré à 75% pour les participations pour les PME et les ETI. Donc, vous voyez bien que c'est une taxe qui est bien plus intelligente d'un point de vue économique et qui permet en fait de rétablir une sorte de justice fiscale. Et encore une fois, on ne le fait pas pour augmenter les prélèvements obligatoires parce qu'on les baisse dans la globalité, mais ça permet entre autres de financer pour le plus grand nombre la deuxième part entière pour l'enfant, donc à relancer une politique familiale avec cet impôt-là, on peut le financer périmètre ISO, on va dire. Et par ailleurs, comme je disais, pour relancer la croissance, on propose aussi des baisses d'impôts et de taxes. Donc j'avais cité la baisse des impôts de production. On peut citer effectivement la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et sur l'énergie, ce qui permet de relancer la croissance. Mais c'est pas tout en fait. Il y a d'autres leviers pour relancer la croissance qui est clé si vous voulez en fait réduire ce déficit vraiment et relancer la machine France. Il y a aussi la question en fait dont on ne parle quasiment jamais, qui est le coût des normes. Le coût d'application des normes. Enfin, il faut savoir que depuis, il y a les normes au niveau européen, c'est colossal, hein.
selon les estimations, vous avez des estimations très conservatrices. C'est la méthode des coûts standards néerlandais qui est à 2% du PIB, mais si vous prenez l'OCDE, ça peut monter jusqu'à 6,7% du PIB. Ça veut dire que le coût d'application des normes européennes en France est estimé entre 60 et 200 milliards d'euros. Et alors, et ça, c'est un impôt de papier pour les entreprises, en fait. Alors, justement, c'est un sujet dont le Rassemblement national parle depuis depuis quelques années. Vous aviez commencé à faire une introduction dans votre parti plutôt avec la question des agriculteurs, qui s'est finalement étendue à un petit peu toute la sphère publique. Il y a quelque chose qui est toujours étonnant quand on parle du sujet des entreprises, c'est que d'un côté, je vais caricaturer un petit peu, mais on a la droite qui explique que les entreprises sont écrasées de normes, et la gauche qui explique que les aides aux entreprises sont absolument gigantesques. C'est le rapport du sénateur Fabien Gay et d'un autre sénateur LR dont le nom m'échappe, mais qui était sorti il y a quelques semaines, qui expliquait qu'il y avait environ 220 milliards d'euros d'aides aux entreprises qui étaient accordées, et que dans 220 milliards d'euros, il y en avait à peu près 100 milliards qui n'étaient pas vraiment contrôlés. Est-ce que finalement il n'y a pas quand même une idée de la part de l'État d'un côté, enfin une gabegie qui consisterait d'un côté à faire des cadeaux à certaines entreprises et d'un autre à les écraser de normes? Ça, c'est un peu caricatural, en fait, parce que si vous prenez les moyennes des prélèvements obligatoires dans l'Union européenne, les entreprises françaises, elles payent 100 milliards de plus que les autres, en fait. Donc c'est pas des cadeaux, en fait, c'est une manière de baisser, en fait, c'est que vous mettez des prélèvements obligatoires qui sont très importants, et ce qu'ils appellent les cadeaux, c'est une manière de réduire, en fait, ces prélèvements obligatoires. Donc c'est un peu du poche droit. Des exemptions fiscales. Exactement, donc c'est un peu du poche droite, poche gauche. Après, on peut revoir à l'intérieur, évidemment, il y a des aides certainement, et il y a un audit qui doit être fait, il y a des choses qui peuvent être rebasculées, des aides qui ne sont pas efficaces et qui peuvent être basculées par ailleurs. Mais globalement, si vous regardez, en fait, les entreprises françaises sont bien plus taxées que leurs voisins européens. Donc ça, c'est pas vrai. Et en revanche, ce qu'il faut le dire, parce que ça m'amuse d'ailleurs souvent, vous avez les LR ou les macronistes qui vous expliquent que le RN aurait un programme économique qui ne serait pas favorable aux entreprises, etc. Enfin, je rappelle quand même, les LR, Michel Barnier, jusqu'à preuve du contraire, il est LR. Le budget que proposait Michel Barnier, c'était une augmentation des taxes et impôts de 40 milliards d'euros. Donc c'est ce qu'on appelle un budget socialiste. Donc s'il y en a bien qui ont une politique économique socialiste, c'est les LR. Et les macronistes, en fait, il n'y a même pas besoin de parler parce que leur bilan parle pour eux. Quand on a fait 1100 milliards de dettes en 8 ans. Oui, parce qu'on est passé à 1100 maintenant. Voilà, c'est 1100. Bon, ça augmente de 100 quasiment tous les 4 mois. Quand on a fait 1100 milliards de dettes en 8 ans, c'est-à-dire autant de dettes que ce qu'il avait fallu 55 ans au sortir de la guerre, déjà on évite de donner des leçons de bonne gestion, premièrement, et surtout, en fait, ça montre que le macronisme, c'est le socialisme empire. Donc ces gens-là n'ont absolument aucune leçon de bonne gestion à donner. Et encore une fois, les macronistes se sont targués d'avoir fait une politique de l'offre. Alors que c'est vrai que dans un premier temps, ils ont baissé les impôts de production. Sauf que quand vous avez le fardeau normatif qui ne cesse de s'alourdir et vous avez cet impôt de papier en face, en fait, il n'y a pas eu de politique de l'offre. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire la plus grande simplification des normes de l'histoire de France, et ça passe notamment aussi par l'absurdité de la surtransposition des normes françaises, c'est-à-dire que vous avez des normes européennes et la France rajoute des normes par-dessus. Ce qui nous met, en fait, nos agriculteurs, nos entreprises en situation de concurrence déloyale au sein même, en fait, du marché unique. Donc ça, c'est une aberration et c'est un des leviers pour relancer la croissance. Et le troisième levier, c'est, même s'il y en a d'autres, c'est évidemment la question énergétique qui est clé, puisque l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et en l'occurrence, il y a un grand problème sur le prix de l'électricité, tout le monde le sait, parce qu'on a un prix de l'électricité, pour schématiser, qui est indexé sur celui des centrales à gaz allemandes, parce que c'était les Allemands qui le voulaient, parce que ça a été imposé comme ça au niveau de l'Union européenne. Ça représente et combien nous, on dit qu'il faut à la fois rétablir un prix national de l'électricité pour rendre de la compétitivité à nos entreprises, pour rendre du pouvoir d'achat aussi aux Français sur leur facture d'électricité. Et il y a aussi la question aussi centrale de la place du nucléaire, et dans le marché de l'électricité de l'Union européenne, il y a la primauté des énergies renouvelables intermittentes. Justement, ça représente combien en termes de budget, enfin de coûts aux Français finalement? Le fait d'être le fait d'être dans le marché européen de l'énergie, ça nous a coûté combien en fait ces dernières années? Ce n'est pas dans les traités. Et donc, c'est-à-dire que ça vous coûte zéro de dire on rétablit un prix national de l'électricité. Oui, mais il faut bien comprendre. Budgétairement, ça coûte zéro à la France et ça va rendre de la compétitivité de notre entreprise. Donc, c'est évidemment une des premières mesures à mettre en œuvre quand vous arrivez au pouvoir. Ce que les macronistes n'ont jamais fait, ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Alors qu'honnêtement, c'était suicidaire de ne pas le faire, notamment au cours de l'année 2021. Combien est-ce que les Français ont payé c'est simple, vous prenez le bouclier tarifaire de l'électricité qui a été fait pour... Encore une fois, c'était juste pour ramener les coûts de manière raisonnable, mais on peut gagner encore plus. On peut baisser les factures d'électricité quasiment par 2. Ça a coûté le bouclier tarifaire pour la France 50 milliards d'euros.
qu'il y a quelque chose, en fait, plutôt que de rétablir un prix national de l'électricité, les macronistes, pour faire les bons élèves de l'Union européenne, ont préféré accroître la dette publique, accroître la dépense publique, et ils ont balancé en pure perte 50 milliards d'euros. Quand ce sont les mêmes, et quand vous voyez maintenant Bruno Le Maire qui revient là, dans les médias sur Usine Nouvelle et qui vous explique sans la moindre vergogne que la technocratie de l'Union européenne, c'est horrible, etc. Ce monsieur a été ministre des Finances et de l'Économie pendant 7 ans. On a l'impression qu'il découvre tout, il faudrait faire ci. J'ai vu aussi Édouard Philippe, là, qui était interrogé je sais plus où, et qui dit quand même au niveau de la justice, c'est un peu laxiste. Mais ce monsieur était Premier ministre avec une majorité absolue. C'est complètement lunaire, en fait. Vous étiez au pouvoir, vous n'avez rien fait, et ils se permettent de revenir et de donner des leçons. Mais honnêtement, on marche sur la tête, et je pense qu'il y a toute une partie des Français qui est très énervée quand ils voient Bruno Le Maire ou Monsieur Philippe, Édouard Philippe, qui reviennent et qui se permettent en plus de donner des leçons et de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Enfin, vous étiez au pouvoir, vous avez échoué, maintenant j'ai envie de vous dire laissez la place aux autres. Charles Gallois, il y a une question que se posent de plus en plus de Français, je pense, au vu de l'évolution des idées économiques du Rassemblement national dont vous êtes donc on va dire un étendard. C'est cette question finalement, après tout, est-ce que le RN serait pas devenu un parti libéral? Est-ce que le RN finalement n'a pas un programme économique qui serait plus taxable, on va dire, de socialisme ou d'autres qualificatifs qu'on lui a donnés par le passé? Est-ce que vous êtes devenus finalement des libéraux? On a l'impression que dans votre discours, les vrais libéraux, c'est pas les macronistes, c'est pas les LR, c'est vous. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les vrais socialistes, c'est eux. Parce que, encore une fois, les LR qui proposent un budget d'augmentation de la fiscalité de 40 milliards d'euros avec Michel Barnier, et les macronistes qui ont augmenté la dépense publique comme jamais, on est à 1700 milliards d'euros. C'est 113 fois la taxe Zuckman, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc 1700 milliards de dépenses publiques, évidemment que les marges de manœuvre sont là, mais encore une fois, il ne faut pas rester dans une vision purement comptable de baisse de la dépense publique, etc. Il y a vraiment le levier de la croissance qui est essentiel, parce qu'à l'heure actuelle, la France est dans une situation de trappe à dette. Maintenant, est-ce que le RN est libéral? Le problème, c'est qu'on met derrière le terme de libéralisme plein de choses, et souvent pas mal d'erreurs. Le libéralisme, à la base, c'est même pas une doctrine économique, c'est une doctrine philosophique, politique, qui est de dire qu'on doit s'appuyer sur les libertés individuelles, notamment la liberté d'expression. Évidemment que le RN a toujours été un grand défenseur des libertés individuelles et la liberté d'expression. Donc à ce titre, on peut le qualifier de libéral. Maintenant, sur le plan économique, le libéralisme a souvent mauvaise presse parce qu'on l'associe à tort souvent à du capitalisme de connivence ou les effets délétères de la mondialisation, alors que c'est finalement très différent de cela. Mais je pense que l'approche du RN, plutôt que de la qualifier dans les canons habituels de socialisme, libéralisme, etc., c'est avant tout une approche pragmatique. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on est à 43% de prélèvement obligatoire du PIB, qu'on est les recordman du monde, et qu'on sait très bien qu'une hausse de la fiscalité va mécaniquement déprimer la croissance, et donc accroître la situation de difficulté budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, je pense que le levier principal d'un point de vue budgétaire, c'est la baisse de la mauvaise dépense publique. Donc ça, vous pouvez le qualifier de libéralisme, mais je pense avant tout que c'est une leçon de pragmatisme et de bon sens, et je pense que le Rassemblement national est avant tout le parti du bon sens. Et il nous reste environ 3 minutes, Charles-Henri Gallois. Effectivement, ce que vous décrivez, c'est presque ce que d'aucuns appellerait du poujadisme, mais bon, on pourrait laisser cette querelle de nomination à une autre voilà, aux autres, surtout encore une fois ceux qui font une politique socialiste et qui après nous expliquent que nous serions nous les socialistes. C'est toujours un petit peu amusant. Et alors une dernière question peut-être qui serait liée au budget, qui devient une des préoccupations principales des Français, quand même, simplement sur l'équilibre des comptes. Il y a quand même ce souci que on a l'impression que oui, il faut couper dans les dépenses publiques, il faut couper dans tout ce qui est de tous ces gabegies financières que l'État réalise, les comités Théodule et tout ça. Mais d'un autre côté, on voit que l'état des hôpitaux se dégrade, que l'état de l'éducation se dégrade, que l'état de nos routes se dégrade, que l'état de la sécurité se dégrade. Alors vous avez malheureusement que 2 minutes, mais comment est-ce qu'on remet à niveau tous ces services publics tout en baissant le coût total des dépenses publiques? Si vous faites encore une fois, c'est comme pour la fiscalité, globalement, notre philosophie, c'est de baisser le niveau des prélèvements obligatoires en France, qui est néfaste à la croissance. Il faut baisser dans la globalité le niveau des dépenses publiques, mais ça ne veut pas dire que dans la baisse de la dépense publique,
vous n'allez pas réallouer une partie de la mauvaise dépense publique dans de la bonne dépense publique. Comme vous l'avez dit, il y a la question aussi de la justice. Je veux dire, il faut évidemment construire des places de prison, il faut rendre des moyens à la justice qui n'est plus capable de faire son travail. Il faut enlever du personnel administratif dans les hôpitaux et globalement du personnel administratif dans la fonction publique pour remettre des soignants, pour revaloriser. Donc vous pouvez baisser globalement la mauvaise dépense publique tout en réallouant vers ce qu'on appelle la bonne dépense publique et notamment, entre autres, les questions régaliennes et les questions de santé. Enfin, je veux dire, le niveau de notre budget de la justice et le fonctionnement de la justice en France à l'heure actuelle, il est absolument scandaleux et évidemment que ça contribue à la situation globale d'insécurité dans laquelle nous nous trouvons. Et effectivement, alors en 30 secondes, même justement sur la question de globalement, le budget doit être baissé de combien en termes de dépenses, quitte à couper finalement dans le fond? Bah écoutez, ça, je vous l'ai dit, on vous a donné déjà des pistes de dizaines de milliards d'euros de baisse de la dépense Mais il publique. n'y a pas de chiffre précis. Bah, le chiffre, effectivement, c'est un travail qui est en train d'être fait au sein du parti à l'heure actuelle. Et donc, on vous donnera, soit au moment du contre-budget, soit au moment d'élections législatives ou d'élections présidentielles, la copie globale. Mais la philosophie, en tout cas, elle est très claire. Elle est de, encore une fois, baisser la mauvaise dépense publique, baisser la fiscalité pour relancer la croissance et pour baisser le déficit en France. C'est malheureusement ce qui n'a pas été fait parce que je rappelle qu'il n'y a pas un gouvernement, si vous mettez de côté les effets de croissance, il n'y a pas un gouvernement depuis les années 90 qui n'a pas baissé, qui a baissé en l'occurrence la dépense publique. Donc c'est un défi de taille, c'est un défi que nous entendons bien relever. Et c'est à cet égard que je dis que depuis les années 90, en fait, on a eu des gouvernements qui n'ont quasiment exclusivement fait que des budgets de type socialiste qui considérait en fait qu'il fallait à chaque fois augmenter la dépense publique et augmenter les prélèvements obligatoires. Je pense qu'il faut retourner cela. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois Merci d'avoir à vous. été avec nous ce matin et je redonne le micro à cette chère Liselotte.